On est on air. Yes, sir! Gabi, man, ça va, man? Ça va, toi? On fait un petit bout qu'on n'a pas enregistré. Ça fait un bout. Hein? Ça paraît pas dans le timeline parce qu'on passe tout le temps des podcasts, mais on a un gros été Ouais. à la zone sportive et Athletic One. Tu sais, je sais pas si c'est comme moi, l'été, c'est une partie le fun, mais en même temps, c'est tellement. Je trouve qu'on travaille tellement avec les joueurs de hockey qu'on entraîne. Tu sais, les saisons se terminent, après ça commence, les préparations physiques. Jusqu'à mi-août, c'est comme c'est un 6 semaines, 7 semaines, c'est le bordel. Mais en même temps, c'est le fun parce que ça nous aide, ça nous permet de développer des joueurs de hockey. Tu sais, ça a été comment sinon ton été? J'ai quelques gars qui étaient supposés de faire du chemin dans la Ligue majeure du Québec. Puis finalement, ils sont sortis des playoffs plus tôt. Okay. Donc, on les a eu plus tôt aussi. Donc, je pensais que ça allait commencer, comme d'habitude, mi-mai. Mais finalement, ça a été plus début avril. J'avais déjà 3-4 gars. Donc, j'ai commencé déjà un groupe. Là. C'était parti. Là. Parce que veux pas... Étant donné qu'ils sont 5, 6, 7 fois dans le gym par semaine, ça change l'horaire là, complètement, là, régulière. Fait que non, c'est exactement ce que tu as dit tantôt, man. Moi, à chaque année, mettons, là, on revient de Noël. Ouais. La neige commence à fondre, puis là, je suis excité, là, j'ai hâte que ça commence. On a hâte de revoir les gars, on s'ennuie. Là, on prépare déjà notre saison estivale à partir de là, dans notre préparation. Les périos. Le modèle qu'on va utiliser aussi. Les ajouts, comme on va en parler tantôt, les ajouts technologiques, on commence à travailler avec ces outils-là, intégrer ça au programme d'entraînement. Ouais. Mais ça va vite. Là... C'est comme, on dirait que tu dis, j'ai du temps de préparer ça, puis ça déboule en fou. Surtout avec nos 150 000 projets. Ah, mais sinon, c'était pas de projet. Ton cerveau, il s'endort un peu. Ce qu'on fait depuis quelques années, oui, ça fait longtemps qu'on entraîne des joueurs de hockey. Ça fait longtemps que j'ai eu des joueurs pros, des joueurs juniors majeurs, des joueurs NCAA, des joueurs universitaires. Je te dirais que je pense que ce qu'on fait, puis c'est là que moi, je trouve que la récolte, elle arrive encore plus en voulant dire qu'il y a de plus en plus de joueurs ou même des agents de joueurs qui nous contactent pour qu'on prenne en charge leurs joueurs. Fait que ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait depuis un certain temps, le monde en entend parler. Ouais. On a une approche un peu plus avec la posturo, un peu plus au niveau du système nerveux, avec l'équipement isoinertiel. Encore là, on va travailler beaucoup plus sur des systèmes qui sont pertinents pour le sport, dont le timing, la précision de mouvement, etc. Là, on a ajouté le e-Note, qui est un accéléromètre, mais j'avais déjà travaillé avec des accéléromètres dans le passé, mais le e-Note, c'est la vitesse à laquelle ça te donne, puis toutes les données que ça te donne qui étaient vraiment intéressant. Puis ce que j'ai aimé de travailler avec les Nodes, c'est que les joueurs ont vraiment trippé. Ça leur permettait de pousser à chaque répétition le plus qu'ils pouvaient. Ouais. Puis c'est un petit peu ce qu'on veut faire en réalité. Hein? Oui, on veut avoir le data pour nous puis pour voir la progression du joueur, mais si le joueur peut se pousser au maximum à chaque répétition... C'est une source de motivation externe incroyable. Mais tu viens déjà d'améliorer ses performances. Puis j'avais lu une étude justement sur ça, sur les accéléromètres, puis je pense que c'était Inode qui la partageait, cette étude-là. Puis t'avais clairement, il avait pris un groupe de joueurs qui a fait le même plan d'entraînement sans l'accéléromètre, puis un groupe de joueurs avec l'accéléromètre. Puis ceux qui avaient l'accéléromètre ont eu des meilleurs résultats au bout de, je pense que c'est 12 semaines que ça a été fait. Sur 12 semaines, il y avait des meilleurs résultats dans les tests, les paramètres qu'ils avaient évalués au départ. Puis en même temps, c'est pas tant surprenant à cause du fait qu'il faut que tu te pousses à chaque répétition à ton maximum. Oui, bien, c'est comme ça que tu vas aller recruter, dans le fond, le plus d'unités motrices. C'est vraiment en ayant un concentrique, donc la partie de contraction, où ce que tu produis du mouvement avec le plus d'intention de vélocité possible. Et même si, par exemple, dans la préparation générale, on va faire des tempos, exemple, plus lents, ça reste que la portion où ce que tu vas, en squat, remonter dans les airs, pour donner un exemple plus clair pour les gens, si tu mets de l'intention dans ça, pas juste une intention de dire tu cries après ton... Avant, c'est ce qu'on faisait. Là, tu cries après le gars puis tu dis pousse vite. Ouais. Là, à la limite, il y a des gens que tu n'as même pas besoin d'utiliser de feedback auditif parce qu'eux autres, ils aiment mieux avoir le visuel, la vitesse. Ouais. Fait que ça change complètement l'approche, dans le fond, d'entraînement. Puis toutes les méthodes d'entraînement qu'on fait pour gagner en vitesse, en puissance durant la hors-saison, à ce moment-là, tu as des données précises pour savoir est-ce que tes protocoles fonctionnent. Donc, ça peut être ajusté dans la séance, ça peut être ajusté d'une série à l'autre. C'est vraiment là. Moi, en fait, je pourrais travailler sans l'iso inertiel.
On pourrait avoir des résultats quand même sans l'iso inertiel. On s'entend, on l'a fait avant. Pas la même qualité, pas la même rapidité, mais je pourrais plus enlever l'inode parce que chaque répétition compte à ce moment-là. Tu n'as plus de répétitions qui sont jetées aux poubelles. Ouais, exact. Puis surtout que tu peux facilement, en tant qu'athlète, lever la charge, mais tu n'as pas eu une intention de la lever vite. Puis on ne sait pas trop si on n'a pas justement le résultat qui nous le dit, qui va nous le donner. Puis même qu'à la limite, moi, ce que j'aime aussi de ça, c'est que si on travaille un peu plus en force ou des répétitions que tu veux que l'athlète se pousse à son maximum, aller chercher quasiment proche de l'échec musculaire. Puis finalement, ben, il a fait sa dernière rep, il est encore à du 0.30. Exact. Mais tu sais qu'il en restait dans la réserve. Oui, il en restait une ou deux. Là, facile. Clairement. Fait que c'est vraiment. Tu le sais si c'est pousse au maximum puis si se pousse pas. Puis là, ça te permet d'avoir un coaching bien plus efficace, bien plus un target ciblé sur ses besoins. Oui, puis écoute, à travers ça, au-delà juste de la vitesse, même en ayant l'information de vitesse, tu peux organiser ton entraînement selon, exemple, la perte de vélocité à travers les séries, la perte de vélocité à travers l'entraînement eux-mêmes. Fait que tu peux dire au système, quand mon athlète a perdu plus que 10% de sa vitesse de départ, fait qu'exemple, tu roulais à 0.8 mètres par seconde sur la première répétition, si tu te ramasses à rouler à 0.6, 0.65 à la fin, ça veut dire que tu n'as pas la bonne charge. Tu es trop lourd sur ta barre. Contraire à ce que tu disais tantôt, si tu es à 0.8 tout le long, puis que le but, c'était d'avoir une perte à peu près de 10% sur tes 8 répétitions, par exemple, ben là, tu vas augmenter ta charge. Donc, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux même ajouter dans les modes, tu peux ajouter le pic de wattage que tu génères. Fait que tu peux faire un entraînement de puissance, dire, écoute, aujourd'hui, les gars, on met 80% de notre charge maximale, puis le but, c'est d'aller garder un peak power avec les meilleurs scores que cet athlète-là a eu pendant l'été. Tu dis, écoute, je veux que tu génères 8000 watts à chaque répétition. Fait que tu donnes un gauge d'à peu près 5%, puis il faut qu'il reste là-dedans. Fait que c'est incroyable comme système. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est vrai. Puis même moi, c'est comme je disais, ça, ce que tu dis pour nous autres, c'est le fun, puis on met des targets, mais c'est, généralement, un sportif, un athlète aime ce genre de défi. Pendant l'été, c'est comme une saison de préparation. Ils en ont moins un peu de défis, veux pas, parce qu'ils n'ont pas de partie, ils n'ont pas de game, ils n'ont pas de compétition, mais ça leur permet d'avoir une compétition contre eux. Là, des fois, il y a une compétition qui se passe à l'interne, entre les joueurs, mais encore là, des fois, cette compétition-là, je la trouve bonne parce que si ça pousse le joueur à pousser encore plus, ben c'est sûr qu'il va se développer plus. C'est toujours dans cette intention-là. Puis dans le fond, à l'inverse, même avec le inode, il y a des fois qu'on ne veut pas justement qu'ils se rendent à leur maximum. Non, exact. Fait que là, tu veux garder de l'énergie. Fait un peu comme tu disais avec la perte de vélocité, ben tu peux dire, OK, non, c'est fini. On arrête ça. Ta répétition, ta fait série même bonne. si tu avais périodisé 6 séries aujourd'hui, tu arrêtes à 4e parce que cette journée-là, ben, le gars, peut-être qu'il a joué au hockey hier la veille, puis il a mal dormi. C'est ça, nutrition, blablabla, ben tu arrêtes ça. Ou même juste l'entraînement lui-même. C'est que ça vient rendre le suivi de l'entraînement, de la forme de l'athlète beaucoup plus précis, puis tu peux t'ajuster. C'est le rêve de tout entraîneur, en fait, parce que là, tu as vraiment la même mise sur l'entraînement de chacun des athlètes. Tu peux tout individualiser encore plus qu'on le faisait avant. Il y a même un mode que je vais commencer à utiliser. Là, j'avais pas très bien compris au départ. Il y a quand même tellement de modes dessus que... C'est fou, là, ce qu'on peut faire avec ça. Il y a un mode technique. C'est-à-dire que tu peux être en train de faire le bar pat. Donc, pour tout ce qu'on fait en posturologie et en neuro, je vais commencer même à l'utiliser avec mes athlètes. Les Weekend Warriors? Oui, mes Weekend Warriors. Tu sais, tous mes gens là, qui reviennent au gym présentement, qui ont pris l'été un peu plus relax, puis qui recommencent à s'entraîner, soit pour leur sport, ou soit juste parce que leur sport, c'est l'entraînement. Quand on commence avec quelqu'un de nouveau, d'avoir justement ce bar pat, donc la direction de la barre dans l'espace, puis d'avoir une courbe de progression d'une fois à l'autre, ben moi, je vois qu'on pourrait juxtaposer ça sur la prise d'information avec le Biotonix, puis tout ce qu'on a comme amélioration du système postural. Fait que, normalement, il doit y avoir
une amélioration technique autant qu'une amélioration au niveau de la posture. Fait que de lier les deux ensemble, je trouve ça vraiment intéressant, là, au-delà de tout ce qui est paramètres de vitesse, etc. Le bar pat sur le e-Node, il nous le donne avant-arrière, puis il nous le donne gauche-droite, hein, je crois. Oui. Fait que c'est ça. Tu as toutes les oscillations. Moi, j'utilisais beaucoup avant-arrière pour que j'expliquais que je veux que la barre elle soit verticale. Plus à la verticale. Si tu perds de l'énergie si tu t'envoies un peu trop vers l'avant. Mais j'avoue que le gauche-droite aussi peut être vraiment intéressant, même au niveau postural, si justement on a analysé qu'un pied était plus faible d'un côté que de l'autre. Voir si on réussit à ramener, parce qu'on a ramené la posture, la bar pat est de plus en plus alignée droite. Donc, c'est super pertinent, j'avoue. Je ne le disais pas de gauche-droite, mais si on fait un lien, je suis curieux de voir à quel point. Je te dis ça, puis je ne l'ai pas utilisé encore. J'ai juste commencé à regarder. C'est ça qu'on fait en même temps. Oui. C'est le laboratoire, même. Un laboratoire physique. Tu as eu des nouveaux gars cette année, tu parlais de joueurs professionnels. Là. Je dirais qu'on a... on a eu des bonnes ententes avec des agences, mais aussi... des joueurs, des références. Comme je dis, on a bien travaillé là, depuis quelques années. Je pense qu'à développer les joueurs de la bonne façon, je pense que ça a porté fruit. Des dividendes, ça a porté fruit. Puis dans le fond, les joueurs cette année, ce qu'ils ont remarqué puis qu'ils ont constaté, c'est que les autres, c'est complètement différent de ce qu'ils faisaient dans le passé avec leur rôle de préparateur physique. Ils ont trippé. Là, j'ai déjà eu des messages que dans les tests physiques, ils ont blasté les tests physiques. Déjà là, cette semaine, au camp de la Ligue nationale, les joueurs juniors. Mais tu sais, on a Anthony Beauvillier, là, cette année, il va jouer avec les Penguins de Pittsburgh. C'est vrai. Il a signé un contrat d'un an. Il faut qu'il se prouve. Là. Parce que dans le fond, c'est la première été que je travaillais avec. J'ai adoré travailler avec. C'est là que j'ai fait une petite capsule cette semaine que j'ai enregistrée, que je n'ai pas publiée encore, mais que j'expliquais c'est quoi la différence entre les joueurs qui sont rendus au plus haut niveau. Puis j'expliquais surtout que à la limite, c'est pas sexy la grosse différence. Dans le fond, c'est le souci du détail dans leur routine. Anthony, j'ai pas eu besoin d'arriver et avoir un speech avec là, pour lui dire il faut que tu arrives d'avance. Là, j'ai commencé à travailler avec lui en posturologie. J'ai donné ses exercices neuro. Il arrivait toujours 15-20 minutes d'avance. C'était routinier. Même si je le regardais, là, il faisait exactement la même routine avant que le workout commence officiellement à chaque jour. J'ai eu la chance de l'entraîner avec Xavier Bourgault, qui appartient au sénateur d'Ottawa. Mais t'es changé cet été, d'Edmonton. D'Edmonton, ce qui est une bonne chose dans son cas, je crois, parce qu'il avait été repêché en première ronde à Edmonton. Puis, il était l'assistant directeur gérant qui est Steos, je crois, qui est rendu le directeur gérant à... ben oui, c'est vrai. Puis c'est comme lui qui est allé le chercher pendant l'été. Des fois, tu dis, tu te fais changer tôt dans ta carrière, tu n'es pas sûr si c'est une bonne chose. Je crois que dans son cas, c'est vraiment positif. Tout ça pour dire qu'il a pu, Anthony, il a pu même influencer Xavier, qui est un peu plus jeune, voir comment qu'un gros score. Ils ont quoi, un 5 ans de différence? Ces gars-là, c'est dans leur routine, ils vont faire attention à leur corps, puis ils comprennent, ils vont poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer mon recovery, puis tu vois qu'ils appliquent. Là, il arrive, ils vont. Moi, j'ai une red light au gym que j'ai apporté à mon bureau. Fait que là, après chaque session, ils disent on peut-tu aller utiliser la red light? Ben oui, je l'ai apporté pour ça. Fait que là, t'actives déjà ta récupération quand tu t'en vas devant la red light therapy. Tu sais, des petits détails qu'ils font. C'est sûr qu'Anthony, chez eux à la maison, il est équipé solide. Là, il y a sauna, cold tub. Puis là, j'ai expliqué les meilleurs moments pour faire le cold tub, les meilleurs moments pour aller au sauna. Puis by the book. Puis j'ai hâte de voir, là, il y a eu une très bonne été d'entraînement. Il m'a écrit, comme j'expliquais la semaine passée, comme quoi qu'il y a il y a un test de vélo qu'ils ont fait, puis il a fini juste un peu en arrière de Crosby. Donc, il dit, il y a un autre qui a fini en avant, fait qu'il a été comme fini 3e à ce test-là. Puis le préparateur physique des Pingouins m'a appelé quelques fois pendant l'été. Il voulait être sûr il voulait savoir qu'est-ce que je faisais. Là. J'ai envoyé des résultats avec les notes, j'ai envoyé les résultats avec la Desmo, avec la Plate Force aussi, etc. Fait qu'il était bien content que j'utilisais ces systèmes-là. Eux autres, ils utilisaient aussi un accéléromètre qui n'était pas les nôtres, mais ils utilisaient déjà ça aussi. Ils ont une Plate Force aussi, fait qu'ils étaient contents qu'on utilisait ça. Mais là, j'ai dit que t'as pas, il va être prêt. Ce qu'il voulait être sûr, c'est qu'il soit rapide. Parce qu'il dit on est l'équipe la plus vieille de la Ligue. Ouais. Puis on a nos nouveaux joueurs ou nos gars qu'on signe, ils doivent être rapides. Donc, le Beauvillier, c'est ça sa force quand même. C'est surtout dans son changement de direction qui est excellent. Il a trippé aussi, puis même que je pense qu'il voulait même s'en procurer une Desmo peut-être plus portable pour à la maison. Il a trippé travailler avec les inertiels.
qu'il n'avait jamais vraiment fait. Il avait travaillé un petit peu avec la Keybox Eccentric. C'était vraiment plus long. C'est ça. La différence, c'est que c'est vraiment lent. Fait que tu peux vraiment t'adapter. Je dirais quasiment que l'Eccentric de Keybox, c'est comme plus un outil d'hypertrophie, selon moi, à cause de la réhabilitation. Lenteur. À cause de la lenteur versus la Desmo, c'est vraiment vif, vraiment rapide. Fait que ça, c'était vraiment le fun. J'ai eu les deux frères de Noyer. Elle a fini avec Beauvillier parce que c'est un cas intéressant. C'est un gars que ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Il y a eu des super bonnes saisons. Il y a eu juste le mauvais timing. Le mauvais timing de sa moins bonne saison en carrière, c'était l'an passé, qui était sa dernière année de contrat. Donc, il a décidé, puis je pense qu'il a fait un bon move. C'est un move, il y avait eu des offres pour aller jouer à Vegas, signer à Vegas, signer à des places peut-être plus sexy comme ville que Pittsburgh. Mais je choisis d'aller à Pittsburgh parce que c'est sûr que je vais jouer qu'un bon centre à Pittsburgh. Tu as Crosby, tu as Malkin, tu as l'Arcellaire, puis tu as Kevin Hayes. Ou Kevin Hayes, l'Arcellaire, peu importe c'est qui est le 3-4. Ça, il ne jouera peut-être pas au centre, par exemple. Là, mais... Comment? Peut-être qu'ils ne le font pas jouer au centre, Kevin Hayes. Là. Ouais, en théorie, il est au centre. Au quatrième, sur la quatrième ligne. Troisième ou quatrième, tu balance, c'est qui va être l'Arcellaire ou Kevin Hayes c'est à 4. Là. C'est sûr de jouer qu'un bon centre. Puis qu'est-ce qu'il m'expliquait dans la Ligue nationale? C'est tellement important de jouer qu'un bon centre. C'est 10, 15, 20 points de plus par année parce que tu as la possession de la rondelle. Si ton bon centre gagne ses face-offs, tu as plus possession de la rondelle. Sinon, tu passes déjà 30 secondes à courir après. Il te reste 30 secondes de ton chiffre, puis c'est fini. Puis c'est ça. Il y a eu un mauvais timing de moins bonne saison, mais je le sens prêt cette année. Le focus était à la bonne place. C'est pour ça qu'il était prêt à faire un changement dans sa préparation physique aussi. Je pense que ça va faire parce que tu sais, au niveau de talent, là, je me souviens, mes gars ils ont toutes des petites ligues là, où ils gardent la shape 3 contre 3 là, pendant l'été. Exact. Puis souvent, son nom revient pour les gars qui sont plus en forme. Mm-hmm. Puis vraiment, tu sais, des mains, tout là, ça va vite. Là, ça shot à rendre. Puis qu'est-ce qui fait qu'après ça, il arrive dans la Ligue nationale, puis tu sais, ça débloque pas autant. Moi, je pense que ce qu'il va faire avec toi, là, ce qu'il a fait tout l'été avec toi, tout ce qui est postural, qui vont travailler sur coordination, précision, temps de réaction, en harmonisant, exemple, tout ce qui est la qualité de sa convergence oculaire, son travail en saccade, etc. Je pense que ça pourrait se transposer beaucoup plus facilement dans sa game maintenant. Là. C'est des détails de travailler là-dessus, mais c'est sûr que c'est un game changer sur le reste de ta game, dans ta performance. Comme tu as dit, tu as parlé de système oculaire. Moi, je l'explique souvent. Le système oculaire, tu l'améliores. Il calcule quand même tout. Là. Il calcule tes distances, calcule ta vitesse. Il faut que tu aies un bon système oculaire avant de même penser avoir une solide coordination œil-main. Donc, la coordination humaine, je l'explique d'une autre façon souvent. Je dis souvent, si on regarde dans le sport, c'est souvent ça qui paye le plus. Dans tous les sports, le corps arrière qui a place dans le spot, le receveur de passe qui l'attrape d'une main, le joueur de hockey qui marque des buts, qui a un one-timer comme Ovechkin à chaque fois, t'as Crosby qui score des buts au vol, les gars de mise au jeu, ça en a un peu, là, ça en a un peu, ça en est beaucoup de la coordination humaine, le gardien de but qui track la POC comme il faut. Souvent, les meilleurs, ils ont une vitesse. On se demande quasiment comment il a fait pour voir ce lancer-là, puis comment il a fait pour l'arrêter. Fait que c'est un peu ça. Fait que on travaille sur plusieurs systèmes qui vont vraiment l'aider. Comme j'ai dit, je pense que ces gars-là, ils faisaient un changement. Ils voulaient tester des choses, puis il a vu la valeur ajoutée rapidement. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais suivre aussi pendant la saison. Ouais. On va booker une fois par semaine, une fois par 3 semaines, une fois par 4 semaines, une rencontre virtuelle pour upgrader ses exercices neuro, pour qu'il continue à développer ça. Puis c'est lui-même qui me l'a demandé, je veux continuer ça. Fait que tu vois qu'il y avait déjà une conscience là-dessus. Il a scoré 3 saisons de 18 buts quand même. Là, oui. Fait que je pense que... c'est pas loin, là, ça. Là. Je pense qu'il est dans... Puis s'il y a une bonne saison cette année, et puis je pense qu'il va en avoir une, dans la façon qu'il s'est comporté puis dans ce qu'il veut atteindre.
Ben après ça, sa carrière, c'est comme considéré comme c'est un jeune, mais c'est un jeune vétéran quand même. Ça fait longtemps. Il est rentré à 19 ans dans la Ligue nationale. Oui, c'est ça. C'est tôt, là, 19 ans dans la Ligue nationale. Puis il avait déjà bien fait avec les Islanders dès le début. C'est sûr que génétiquement, il est très chanceux. C'est quelqu'un qui, d'après moi, il est cote à l'année sans trop forcer, là, sans trop modifier sa diète et être très sévère sur son alimentation. C'est un gars qui a beaucoup de power naturel. Là, et c'est un peu une sauterelle, si on veut, là, quand on fait des exercices de pliométrie. Ce j'ai aimé avec lui, puis on va en parler, mais peu importe ce qu'on était rendu dans le développement de neuro au niveau de la posturo, il y avait souvent une petite bascule l'épaule, mais on faisait quelques exercices. Certaines journées, ça fonctionnait bien, certaines journées, ça restait. On a réalisé que si on faisait un petit warm-up sur la desmo en iso-inertiel, puis on faisait ces exercices oculaires, ces exercices qui étaient rendus en posturo, bien, hop, il était plus sharp. Puis là, sa bascule partait. Fait que là, c'est pour ça que c'est une des raisons qu'il voulait comme se procurer une desmo. Cet été, j'ai développé une petite approche différente que j'ai hâte de... je l'ai vraiment testé solide cet été, que je faisais un warm-up sur la desmo. Même si c'est un training qu'on ne faisait pas nécessairement iso-inertiel, on en faisait en échauffement. Je trouvais que les joueurs étaient plus précis, mieux timés dans le reste des exercices, on dirait une meilleure conscience corporelle aussi. C'était vraiment le fun cet été, comme j'ai dit. Je commençais tôt le matin avec les boys. Les autres, ils aimaient ça tôt le matin. Après ça, souvent, ils embarquaient sur la glace autour de 10-11 heures. Ils ont le reste de leur journée pour récupérer déjà pour le lendemain. Les gars qui ont joué pro ou qui jouent pro, je parle des plus hauts niveaux, ils ont déjà une routine. C'est de professionnels. D'été, là. De professionnels. Oui, c'est normal aussi qu'il faut que tu vas avoir une soirée un samedi soir, puis tu as un mariage, whatever, d'un de tes amis, puis c'est correct de sortir de là, mais la majorité du temps, ils gèrent leur vie comme des pros. Puis c'est ça que j'expliquais. J'essaie d'expliquer aux jeunes. Puis là, j'avais des gars, Jet 3 cet été, que là, je leur ai dit, gars, les autres, ils font ça, puis ils ont leur routine. Tu arrives 1 minute avant le workout. Je dis, c'est quoi ça, tu sais? Les pros, eux autres, arrivent 15-20 minutes, puis toi, tu arrives 1 minute avant le workout avec t'es en gogoune avec tes souliers dans les mains. Là. Tu comprends? Je dis, si tu veux t'orienter, si tu veux t'ajuster, tu veux améliorer peut-être ta routine, puis de vouloir viser là plus tard. Puis je dis pas que tu vas le faire, là, mais essaie de mettre les chances de ton côté, puis change peut-être ta routine puis ta préparation. Là. Parce que c'est pas vrai que tu vas avoir fait tes exercices neuro avant de commencer, de posturo avant qu'on commence, tu arrives 1 minute avant. Parce que moi, quand je commence. J'ai pas le temps d'attendre un autre 5 minutes que tu fasses ces exercices, ils auraient dû être faits avant. T'sais. On vit les mêmes enjeux, mon ami. Ouais. Ben ouais, les kids arrivent au gym, puis écoute, des fois même ils sont en retard de 2-3 minutes. Là. Moi, j'ai déjà commencé, là, puis c'est sûr que j'aurais pas la même intention sur toi si t'arrives en retard que le gars qui arrive 15-20 minutes, qui a fait ses affaires. Parce que, écoute, ça montre le sérieux après. Absolument. Ça. C'est ça qui est incroyable. Je pense que c'est une autre génération aussi. Là. Moi, j'ai arrêté gêné un peu. Là, tu me remets à 14-15 ans de rentrer dans un gym, il y a des pros qui s'entraînent. Puis t'arrives en retard, alors que ces gars-là arrivent 30, des fois 1 heure avant la session. Là. Puis ils vont commencer même leur training pour être sûr que tu es là avec eux autres pour toute la session. Là, parce que nous autres, c'est back-à-back 1 heure à la fois. Non, c'est pour ça qu'on fait des podcasts. Hein? Parce que. On veut éduquer. Là. Eh oui, il faut que les boys, il faut que vous step up. Là. La première partie, c'est quoi, là, avant de commencer à dire je m'en vais améliorer toutes les facettes, toutes les qualités physiques hors glace, de passer 2 mois dans le gym. Commence à te comporter comme un athlète. Pas un athlète professionnel, mais prends les outils, prends les petits trucs que tu vois ces gars-là faire. Puis, à la limite qu'on leur donne. Les outils, même nutritionnels, supplémentation, sommeil, c'est des choses que continuellement, je leur en parle aux gars parce que je leur explique. C'est fun que tu t'es entraîné fort aujourd'hui. Là. Mais si tu ne mets pas de temps sur ta récupération, tu manques une grosse étape de ton processus, de ton développement. Là. C'est 50-50. Tu ne peux pas te donner comme Puis moi, dans le fond, je peux parler de mon expérience personnelle. Là. Tu ne peux pas te donner comme une machine puis pas récupérer, puis penser devenir une machine. Puis je l'explique parce que j'ai eu une mononucléose à 19 ans quand je jouais junior majeur. Pendant l'été, j'étais une bête d'entraînement cet été-là. Je poussais. Des fois, je m'entraînais 2 fois par jour.
Puis en plus, que j'ai, puis je l'explique, puis j'ai pas peur je me cacherai pas, mais je sortais quand même régulièrement, 2-3 fois par semaine au bar, whatever, puis moi, j'ai des regrets là-dessus. Fait que je veux pas que mes athlètes fassent les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Parce que cette année-là que j'ai fait une mononucléose, j'ai manqué les 16 premières games de la saison. Junior majeur, puis j'ai fait une saison de 80 points. Imagine. J'aurais fait 100 quelques points cette année-là. J'aurais eu probablement ma meilleure saison. J'avais 19 ans. C'était une saison quand même importante. Draft plus one, là, c'est... Normalement, tu aurais eu invitation à un camp, quelque chose comme ça. Finalement, le mieux que j'ai eu, c'est une invitation à un camp de la Ligue américaine. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que ton recovery est super important. Puis on est là pour donner des outils. Les pros le font. Pourquoi tu as 15 ans et tu le fais pas? Tu joues Bantam 2A, là, tu sais. J'ai eu une couple de speech aussi cet été avec... C'est drôle, hein, parce que je voyais un potentiel en eux, mais des gars Jet 3 que j'entraîne, c'est des top joueurs de leur équipe, Jet 3. Puis, je trouvais... Tu sais, eux autres, à l'heure qu'ils s'entraînaient, ça donne qu'il y avait ce groupe-là, mais il y avait des groupes de joueurs plus jeunes aussi. Puis je trouvais qu'ils ne donnaient pas l'exemple, au contraire. Tu sais, que si mettons, ces gars-là s'étaient entraînés en même temps que les pros, ils auraient pu voir l'exemple des gars plus vieux. Là, tu comprends? Les gars juniors majeurs, ils arrivent pas mal en même temps. Ils arrivent, puis les pros finissent ou sont à peu près en même temps, bien, ils voient l'exemple. Là. Fait que là, on dirait qu'eux autres, ils disent OK, ouais, là, il y a juste déjà certaines choses dans leur routine. Mais les gars Jet 3, que tu as les gars Bantam qui sont là, etc., je trouvais qu'ils ne donnaient pas l'exemple, justement, parce qu'ils arrivaient, au lieu de faire ils arrivaient d'avance, mais ils jasaient puis ils niaisaient au lieu de faire leur exercice. Ils étaient bruyants, etc. Fait que je les ai rencontrés 2 fois pendant l'été. La première fois, je pensais que c'était assez. Quand je les ai rencontrés, je pensais que le speech que je leur avais fait, c'était assez en leadership. Parce que je m'attendais trop soft. que je m'attendais eux, de quel leadership que je m'attendais d'eux. Puis il a fallu que j'y rencontre après ça une autre fois, un par un. Là, ils ont compris cette fois-là. Mais c'est quand même, tu sais, moi, comme je dis, on est des préparateurs physiques. On veut développer des athlètes à leur plein potentiel côté physique. C'est ça notre job, si on veut. Mais en même temps, on développe des humains. Hein? Puis je me dis, nos expériences, l'âge qu'on est rendu, on en a de l'expérience. Puis on a été des athlètes qui s'est poussé au maximum. On a une forme de leadership dans nos équipes respectives ou dans ce qu'on a fait dans le sport. Tu sais. Puis dans le fond, j'essaie de leur expliquer, c'est plus côté humain que je veux qu'ils soient des leaders. Je veux dire, tu as l'aptitude d'être un leader. Tu as tout en place pour l'être, mais prends ta place. Puis c'est quand même hot parce que ce qui est arrivé, c'est que ces gars-là que j'avais vu de quoi en eux, puis là, ils se sont replacés. Là, après 2-3 semaines, là, jusqu'à la fin de l'été, là, ils ont été sharp là, de là jusqu'à la fin. Puis justement, je voyais que tout fonctionnait mieux dans le gym. Je parle la cohésion dans le gym. Là, tout fonctionnait mieux après dans ces heures-là. Les plus jeunes étaient plus sharp, les autres ils l'étaient plus. Puis ça donne que c'est, en tout cas dans l'organisation des riverains, bien, c'est tous les capitaines et les assistants présentement. C'est ces gars-là. Les trois assistants, le capitaine, c'est les gars que j'ai rencontrés. J'avais vu de quoi, puis le coach, je ne suis pas le seul à l'avoir vu parce que le coach l'a vu aussi. Mais il fallait qu'ils prennent leur. Je pense qu'il faut que tu prennes ta place à un moment donné. Il faut que tu assumes c'est quoi ton ADN. Puis je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait autre que de la préparation physique. C'est du coaching. Hein? Ah oui, c'est une forme de coaching. On coach des humains. Fait que c'est sûr, ayant passé par là, puis bon, on est propriétaire d'entreprise. Comme tu dis, on a été dans les équipes sportives. On sait c'est quoi le leadership. Puis quand tu es dans un espace où tu es supposé justement de montrer qui t'es, finalement, là, puis que t'es pas là en train de faire ce que tu es supposé de faire, ben c'est notre rôle de remettre à la place. Puis c'est drôle que tu commences à parler de ça. Je voulais te demander justement si tu avais eu soit des évaluations un peu bizarres cette année, des résultats avec des clients que tu faisais comme « Wow, j'avais jamais vu ça », ou des expériences avec des joueurs où tu as eu à... Justement, là, à rentrer quelqu'un dans le bureau ou appeler les parents ou quelque chose comme ça. Là, je voulais te demander ça. Fait que c'est bon que tu me racontes celle-là. Ben oui, c'est ça. Moi, dans le fond, comme je dis, moi-même, quand je vais faire une évaluation individuelle dans le bureau, etc., je vais toujours aller aussi du côté soit de la game, soit de la personne. Je trouve que c'est le meilleur timing parce qu'ils sont one-on-one de leur parler ce que je pense, de leur dire ce que je pense sur qu'est-ce qu'ils devraient faire en tant qu'individu et non juste comme en tant qu'athlète. Puis en tant que joueur, je leur demande, c'est quoi tu fais comme... C'est quoi qui est arrivé la saison passée, puis qu'est-ce que tu vises la saison prochaine. Un petit peu la psychologie, sans être un psychologue sportif, là, on a assez d'expérience, on a assez de bagages.
on comprend la game d'une certaine façon, tu sais. Donc, ça, c'est toujours quelque chose que je vais faire. Cette partie-là que j'ai eu la rencontre individuellement avec les boys, j'ai vu une méga différence. C'est ça qu'on veut. Même les joueurs, tu sais, mettons, je vais donner un exemple. Elliott Desnoyers, qui est le frère de qui joue pour les Phantoms de Philadelphie, qui est le club école des Flyers. Lui, il a eu une super bonne saison à sa première année dans la Ligue américaine. Il a fait 23 buts. C'est un joueur qui a un bon potentiel. Moi, je pense qu'il peut monter en Ligue nationale. Il faut juste qu'il ait une conscience de la game qu'il doit entreprendre, là. Et c'est un gars qui va jouer bottom 6 parce qu'il est vraiment bon all around. Il est capable d'amener de l'offensive parce qu'il l'a fait dans le junior puis il était bon. Mais il avait eu une grosse saison son année recrue dans la Ligue américaine. Puis, je pense que les Flyers avaient des grosses expectations sa deuxième année. Puis, il a eu une moins bonne saison, tu sais, beaucoup moins bonne. Je pense qu'il a fait 6 ou 8 buts. Il faudrait jouer les statistiques, je ne sais pas officiellement. Puis on parle de buts, puis en même temps, je dis souvent que les stats, on s'en fout un peu, mais ça donne un indicateur offensivement. Non, mais quand tu as la moitié, 3 fois moins de goals que tu as fait. Exact. Puis là, j'ai eu un petit talk, tu sais, puis j'attendais un peu de gagner sa confiance. Puis je le dis ouvertement, Elliott, puis sûrement que tu vas l'écouter. Mais tu sais, avant qu'on aille la conversation, je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé entre la première saison et la deuxième saison. Je voulais comme gagner sa confiance en tant que préparateur physique, voir à quel point je pouvais l'aider physiquement. Fait que là, un coup qu'il a vu ça, qu'il avait vraiment progressé pendant l'été, c'est là qu'on a eu cette conversation-là. Puis, dans le fond, c'est que la deuxième année, c'est comme si c'était assis un peu dessus, là, tu sais, il s'était fait une blonde à Dallas. Ah, les femmes. Il allait la voir régulièrement. Il s'entraînait parce que, tu sais, pour quelqu'un qui connaît Elliott, c'est un gars qui est by the book, là. Il y a je l'appelle quasiment monsieur sérieux, là, tu sais. Puis, il est vraiment, tu sais, ça, c'est un... J'ai de la misère à croire que pendant un an, il était moins pro que ça. Moi, je ne l'ai pas vu à cette époque-là. Je ne m'occupais pas de lui, mais j'ai de la misère à croire qu'il était moins professionnel que ce que j'ai vu cet été. On parlait d'un gars qui arrivait une demi-heure, 1 heure avant, puis tu sais, on dirait une horloge, là, est vraiment professionnel dans son affaire. Puis vraiment, tu sais, un gars qui pose des questions, ça c'en est un. Là. Puis il applique, là, tu le sais, peu importe ce que tu vas lui dire, il va l'appliquer. Que ça soit sommeil, que ça soit un supplément, que ça soit alimentaire, il pose des questions. Puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'il a pris un petit peu ça plus à la légère, puis il est conscient de ça. Tu sais, là, c'est une erreur, puis c'est correct. On en fait tous des erreurs, on est des humains, là, tu sais. C'est juste que, dans le fond, ça a fait une méga différence sur sa deuxième saison. Tu sais, t'as abordé t'as abordé une saison un petit peu plus à la légère, après, à cause que tu as connu une grosse saison. Je pense que t'es arrivé. Là. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y avait pas de juice. Il n'y avait pas de jus. Il est arrivé au camp, il n'y avait pas de jambes. Ses jambes cassaient après 15-20 secondes. Et j'essayais, je ne pouvais pas. C'est sûr que ça y a nuit, même à la limite aux yeux des dirigeants. Parce que là, tu descends dans la hiérarchie. Là. Ben oui. Il y a 2-3 kids qui arrivent, ils prennent ta place, puis là, tu n'as plus de temps de powerplay, tu n'es plus sur le bon trio. Puis dans le fond, puis pas juste ça, c'est que même à la limite, eux autres, ils ont dit qu'il n'est pas sérieux. Il ne s'est pas entraîné de l'été. Tu sais. Ils ne connaissent pas l'individu comme moi, je le connais. Fait que là, cet été, on a eu une solide été. Il était. Même quand dans une semaine de deload que je mettais, il dit ben là, t'es sûr que c'est correct? Là, il était dans le tapis. Là, je mettais un peu moins de volume dans cette semaine-là. Donc, il dit ah, mais là, je pense que je vais être prête. Ne t'inquiète pas, c'est prévu. C'est programmé comme ça pour que tu piques au bon moment. Comme de fait, ben, encore là, il m'avait écrit la semaine passée, il m'a dit que les tests physiques étaient vraiment solides, il était vraiment content. C'est lui qui était le plus cut du camp. Fait que, tu sais, il a comme corrigé une couple de lacunes l'année d'avant. Fait que, tu sais, moi, on dit souvent, tu sais, nous autres, c'est notre job, hein, c'est notre paye un peu. C'est notre paye de faut qu'on gagne, faut qu'on mange. Mais la plus grosse paye, je trouve, c'est les résultats qu'on amène avec nos athlètes. Quand qu'ils voient la différence, qu'ils ont vu, qu'ils ont progressé, à la limite, je veux pas de remerciements nécessairement, juste que les gars ils disent « Tabarouette, je me sens tellement mieux sur la glace. » Moi, c'est ça la paye. On le voit dans nos résultats, dans nos tests qu'on fait, mais
le transfert sur la glace. Le transfert, puis c'est le fun d'avoir la confirmation. Le joueur qui le sent puis qui le voit. De recevoir juste le petit message texte, là, hey, j'ai fini top 2 dans tel test au camp. Puis souvent, c'est des gars qui, à la base, c'est pas nécessairement des machines de force ou quoi que ce soit. Là, c'est des gars qui sont bons au hockey. Ça veut pas dire que c'est des top guns dans le gym. Puis de voir que les protocoles qu'on fait dans le peu de temps qu'on a, ça peut changer vraiment la dynamique d'un athlète à ce point-là. C'est vraiment sharp. Là. Je suis d'accord. Moi, je pense vraiment que la partie qu'on fait quand on entreprend un nouvel athlète, c'est la partie qu'on fait en posturo. Je pense que c'est ça qui va être le plus gros game changer dans notre approche. J'en ai une bonne pour toi. Ouais, vas-y. Justement, au mois d'avril, un kid que je suis depuis qu'il a 12 ans. Et c'était un enfant là, quand j'ai commencé à le suivre. Puis, c'est un des kids qui a été repêché dans la Ligue nationale dans les dernières années. Je me fais céduler un call avec, comme tu as fait avec Pittsburgh, là, avec l'organisation et lui en ligne. Puis là, ben, le scout qui est poussé pour le repêcher, puis le préparateur physique, tout le monde est là. On est tous sur le call Zoom. Puis le kid se fait ramasser, man. Mais comme quelque chose de rare, là. Tu sais, pas crier. Par le préparateur physique ou par le scout? Oui, par le préparateur physique principalement, puis après ça, le scout aussi. Mais tu sais, le scout était plus là, méthode sandwich, là. Tu sais, rajouter un peu de mayo, là, sur le truc, là, pour dire, regarde, on t'aime beaucoup, mais il faut que tu fasses telle affaire. Donc, le kid, moi, ça fait depuis 12 ans que lui a 12 ans. Puis là, évidemment, il est rendu à 19 aujourd'hui. Ça fait 2 étés qu'on peut pas vraiment pousser la machine parce que... Exact. Il a mal. Il manque de range sur les squats. Fait que là, même quand on arrive à faire de la plio, ben, il y a un problème. Il y a un pied valgus, là, un pied qui tourne en pronation. Donc, il n'y a pas vraiment de transfert non plus dans les tests physiques. Disons minimalement, parce qu'on fait de la réhab quasiment tout l'été. C'est ça. La conversation tourne autour du fait que les tests physiques qu'il a fait, il est vraiment dans le bottom. Le bottom, le bottom du bottom, dans tous les tests physiques. À sa défense, il avait fait les tests physiques au début du hors-saison de l'année passée. Mm-hmm. Puis c'est là qu'il revenait de sa saison. Il n'avait pas fait d'entraînement encore. Mais quand même. Déjà, non. C'est pas hot. C'est pas hot. Surtout sachant que le kid, ça fait depuis sa tendre enfance, je le suis en posturologie. Tu sais. Moi, je m'attends à plus que ça. Fait que là, j'explique ça au préparateur physique. Puis eux autres pensent évidemment que je passe mon été à travailler sur son pied, tu sais, qu'on fait pas de développement en performance. Fait que c'est assez drôle parce que moi puis le jeune, on sait très bien que bon, on fait du training régulier. Là, il essaie de me convaincre, tu sais, de peut-être on va envoyer nous autres un programme, tu sais, puis il va faire ce programme-là, puis en tout cas... Fait que là, lui, il pense qu'il y a la recette, là. Ben, écoute, à la limite, j'en veux pas parce que, tu sais, c'est normal qu'il se pose la question. Les résultats n'étaient pas là. Les résultats n'étaient pas là. Mais là, moi, j'avais déjà vu les différences entre l'été passé au début de l'année, quand il était au camp de développement, puis la fin de la saison. J'avais vu qu'on avait eu beaucoup d'améliorations. Cela dit, il y avait encore des problèmes orthopédiques. Donc là, la conversation après, c'est « Écoute, mon chum, t'es dans le bottom, t'es pas Sidney Crosby, là. Fait que si tu veux te rendre où on pense que tu peux te rendre, il va falloir que tu aies un été extraordinaire, tu sais. » Donc, on a commencé dès le début avril. Puis là, ça a été un changement de dynamique complet. Ça a été, comme on mentionnait tantôt, une attitude professionnelle. Tu arrives au gym, tu fais ta posturologie, puis après ça, on commence le training. Puis écoute, on a juste été constant, dans le fond, sur le port de la semelle, sur les exercices. Il était moins? Non, je pense pas, parce que tu le sais comment c'est, quand ça fait 3-4 mois que tu suis quelqu'un en posturo puis que tu n'as pas vraiment de résultats, ça veut dire que probablement le reste du 10 heures de la journée, il porte pas la semelle. Ouais. Ou qu'il fait ses exercices un jour sur 2. Exactement. Ou il est fait comme sans intention. T'sais. Fait que si je te donne 7 minutes d'exercice puis tu t'es fait tout en faisant la moitié du temps que je t'ai demandé de faire puis que tu mets pas d'intention d'améliorer, dans le fond, l'exercice lui-même, ben, tu le vois aussi quand tu échanges. Tu n'as pas de focus sur ton exercice. Exact. Donc là, évidemment, à la fin de l'année, à la fin de l'été, on a passé quasiment 4 mois à s'entraîner. Donc, on a eu beaucoup de temps. Puis là, il était rendu machine. Ouais. Mais machine, là, un autre niveau. Là, autant que c'était un des pires dans le gym avant,
là, c'était rendu, là, il était dans le top tiers des gars, autant au niveau force, puissance, déplacement, etc. Donc, c'était pour rejoindre un peu ce que tu disais tantôt. Le problème, c'est que si tu te rends compte de ça à 19 ans, pas qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais si tu n'es pas Sidney Crosby, déjà, tu as un check dans ton dossier. Ouais. Les gens font comme, OK, il a 19 ans, puis il n'a pas compris encore. Ouais. Son niveau de maturité n'est pas là. Donc, eux autres vont te faire rôtir jusqu'à temps que tu leur démontres que c'est pas juste une saison d'entraînement qui va changer ta perception. Il va falloir que le restant de ta carrière, tu hustles à chaque été, puis que tu démontres que tu as un niveau de maturité qui augmente, pas qu'il baisse, évidemment. Donc, le rôle de ce qu'on veut faire avec les athlètes, c'est pas juste un rôle de préparation physique, c'est aussi le petit déclic qu'il faut qu'il arrive à un moment donné. Puis ça, c'est des conversations. Moi, des fois, ça me décourage. Je suis comme, comment ça qu'il comprend pas? Puis là, il y a un été comme l'été qui vient de passer, ça fait des années que tu as les mêmes athlètes, 4-5 ans. Les kids ont 12 ans, puis là, ils en ont 16. Puis là, tu les vois rentrer dans le gym, puis là, ils ont l'air des adultes. Là. Pas autant au niveau de leur préparation pour aller faire la séance que le gars qui allait se cacher dans le coin pendant... Tu sais, il va ailleurs dans le gym, il se cache quasiment pas tu le vois. Ben là, il vient te voir te poser des questions. Ouais. Il veut comprendre son programme. Il te pose des questions sur comment je peux mieux récupérer. Y a-t-il un supplément que je peux prendre pour... Ouais. Là, tu vois que le jeune, là, il a de la lumière dans les yeux, puis là, il vient de comprendre qu'il est pas loin pour faire... pour que son nom soit sur la carte. Ouais. Puis c'était à 15-16 ans que si tu réalises pas ça, my bad, là, à moins que tu aies du talent qui te sorte par le bout des oreilles, là, qui est rare, là, tu vas passer à côté. Ben oui. C'est ça, la réalité. C'est sûr qu'il y a toujours des late bloomers, mais c'est sûr que au hockey, ça va vite, t'es vite, puis tu vas jouer avec les meilleurs si t'es bon dans ces âges-là, 15-16 ans, tu vas jouer avec les meilleurs. Fait que ton développement, généralement, il se passe mieux quand tu joues avec les meilleurs joueurs, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que moi, comme j'ai dit, comme le lien que tu viens de faire, en posturo, c'est que dans le fond, c'est que puis là, tu sais, ça donne que cette année, j'avais, comme je disais, des bons joueurs pros, des top joueurs, mais c'était tout la première année que je t'entreprenais. Fait que c'est sûr que en intégrant la posturo, puis tu sais, il y avait des antécédents de blessures, récurrentes, des blessures à l'aine, des tensions au dos, tu sais, que là, veux pas, il dit « Ah, ça m'a jamais, tu sais, j'ai jamais manqué trop de games. » J'ai jamais manqué trop de games pour ça. Juste d'avoir dit ça, c'est déjà trop. Là. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sûr que t'es sous, là, t'es sous maximal. Là, tu peux pas être optimal si t'as toujours une petite tension puis t'es en train d'enlever un peu de... J'appelle ça toujours, t'enlèves du sable du trou parce que là, tu te fais traiter, tu relâches le muscle, t'es capable de jouer, mais ça t'empêche d'être à ton plein potentiel tout le temps, de pouvoir pousser la machine au maximum tout le temps. Fait que ce que j'ai constaté, puis ce qui est le fun, je trouve que quand tu travailles avec souvent des athlètes un peu plus hauts, ils ont une meilleure conscience aussi corporelle, par contre. Ils sont capables de voir rapidement la différence, des fois, versus quelqu'un plus jeune qui a un peu moins de conscience sur son corps. Que nous autres, on voit la différence, mais lui, il le remarque moins ou il le remarque pas nécessairement. Fait que c'est ça, comme ces joueurs-là qui avaient des tensions, des blessures. Puis j'en ai un en tête qui avait... ça fait 2 ans qu'il joue avec des blessures à l'aine. Ben ouais. Puis on l'avait vu au Combine. Là. on a fait son biotonics. Ouais. Moi, je l'avais évalué la veille, mais je voulais qu'il vienne quand même au Combine parce que je voulais qu'on fasse le all-around, tous les tests qu'on avait. Il était sur glace aussi. Sur glace avec ADI, avec Athletic Development Institute. Fait que là, on l'a vu. On l'a vu que son pied, il y avait un pied qui était valgus, qui était moins fort. Comme de fait, c'est ce pied-là qui décélérait sa glace, qui poussait un peu moins que cette jambe-là. Comme de fait, c'est ce côté-là, à l'aine, qu'il y a des tensions depuis 2 ans. Puis là, ça donne que son agence de joueurs sont vraiment sa coche. Ils l'ont vu voir un spécialiste, un médecin pour qu'il analyse justement son corps. Puis à la fin de l'été, il a dit « Wow! » Il dit « T'as complètement changé. »
lui, en tant que tel, il l'a évalué puis il l'a réévalué. Oui, il n'a pas fait de traitement. Il a fait un petit traitement sur place la première fois. Mais comme de fait, cet athlète-là, il avait plus mal. Là, lui, ça fait 2 ans qu'il vit avec des blessures à l'aine. Mais là, il est unlock, là, il est unleash. Là, on a enlevé une laisse, là, let's go. Là, c'est un super athlète. Là, c'est un cheval de course. Là, un cheval de course qui joue avec une patte un peu blessée tout le temps. Là, tu enlèves la patte blessée, puis là sky's the limit. Ouais, juste ça. Sans améliorer tout le contexte neurodéveloppemental qu'on connaît. De ne pas être blessé, premièrement. De ne pas avoir cette étiquette-là de dire comme OK, je rentre pour faire les tests physiques au camp. Puis là, je suis étiqueté comme le gars qui est encore blessé. Puis que c'est la 3e année qui vient dans l'équipe. Puis c'est l'équipe médicale. Puis là, bon, il faut du traitement. Il finit sa game, il s'en va voir le masso. Puis les tests de physiothérapie, etc. Ben là, quand tu n'as plus ça, là, déjà, là, juste l'effet mental de faire comme hey, j'embarque sur la glace. Puis je le sais que je vais finir la game. Puis que je vais me sentir à l'aise dans mon corps. Puis que je vais être prête pour récupérer pour la prochaine, etc. C'est un game changer en soi. Puis on n'a même pas commencé à améliorer tout ce qui est justement là, précision de mouvement. On est juste lancé dans la fondation de créer un corps équilibré. C'est ça. Écoute, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Ben oui. Toutes les équipes professionnelles leur cherchent à avoir. C'est la raison pourquoi ils vont rentrer dans les playoffs, souvent. C'est parce qu'ils ont une équipe en santé. C'est une des trucs les plus prioritaires. Si on compare les Panthers de cette année puis les Panthers de l'an passé, cette année, il n'y avait pas de blessure. L'an passé, ils sont arrivés en finale, ils étaient full blessés. Fait que je pense que ça a fini en 4 l'année passée. C'est ça? Je pense que ça a fini en 4 l'année d'avant. Vegas? C'est ça, contre Vegas? C'est ça en 4? En tout cas. Ça n'a pas duré longtemps. Non. Puis tout ça pour dire que la différence, c'est qu'il n'y avait pas de blessés. Tu n'as pas le contrôle absolu sur les blessures, mais je pense que quand tu es plus sharp, tu es plus équilibré, tu es plus précis. Je pense que tu te blesses moins. Pas je pense, je suis convaincu que tu te blesses moins. Est-ce qu'il y a des fois des choses, des impacts que tu peux pas aller contre ça parce que l'impact est trop fort? C'est sûr que oui. Y a-t-il une partie malchance? Oui. Je crois quand même, je vais jusque-là souvent, côté neuro, c'est quand tu es plus sharp, ton système nerveux il est plus sharp, tu te mets moins dans cette position-là d'avoir un gros impact, etc. Mais tu sais, là, rendu là, je peux pas dire que je suis pas prêt à dire que tu ne blesseras pas du tout. Là. Non. C'est juste que ton risque, je trouve qu'il est moins grand. Ouais, sauf qu'après ça, je regarde. La rehab après. Oui, la réhabilitation, mais même juste la blessure elle-même. Quand après ça, ils viennent dans le bureau puis ils t'expliquent ah ouais, tu sais, j'ai une blessure au genou, déchirure ligamentaire, j'ai pas besoin d'opération, mais tu sais, c'est là, puis faut que je fasse la réhabilitation. Puis là, ils ont 6 semaines, 8 semaines avant le camp d'entraînement. Puis tu fais les tests, puis tu vois que finalement, c'est le même côté du pied qui est problématique. Puis que la hanche est plus basse de ce côté-là, puis l'épaule aussi. Puis les yeux sont en rapport avec le déséquilibre. Est-ce que la blessure, elle serait la même ou c'est tout le temps ça que je dis aux gars? Je dis, écoute, pourquoi c'est à droite? Ouais. Mais tu vois, là, tout est déséquilibré de ce côté-là. Après ça, oui, je comprends le contact. Tu peux être malchanceux, tu peux avoir été dans une position vulnérable, mais est-ce que la blessure serait la même? Ouais. Est-ce que la réhabilitation, évidemment, par la suite, va être aussi importante? Ouais. Tu sais, ça te prendre 6 mois? Absolument. La différence entre... La question, c'est que je me demandais si, mettons, on prend quelqu'un en posturo puis il est sharp, là, il est bien balancé, ça fait un petit bout qu'on a travaillé avec. Ce que je disais, c'est que je trouve que ton risque de blessure, il est beaucoup moins grand. Mais je dis pas que tu te blesseras pas du tout. Non, non. C'est un sport de contact. Ça, tu peux pas prédire ça. Évidemment pas. Non, mais juste te donner un exemple, là, on a à peu près à quartier hockey avec Athletic One, on doit avoir une centaine de gardiens de but. Tous ceux qui viennent avec Athletic One, j'arrive au début de du hors-saison, je leur demande, puis tu des bobos, t'as-tu été blessé cette année? Non. À tous les niveaux, là. Ouais. Autant du niveau novice à joueur professionnel. Les gars se blessent pas. Puis y a-tu une position plus complexe puis vulnérable les genoux puis les que la hanches. Position de gardien de but? Normalement, on dit que ces gars-là, ils vont affecter leur vie d'adulte éventuellement quand ils vont prendre leur retraite. Peut-être qu'effectivement, il y a des amplitudes de mouvement qu'on ne devrait pas faire avec ce niveau de répétition-là puis d'intensité-là.
Mais je pense encore que d'ordonner le système postural, de mettre ça droite, d'avoir les muscles qui peuvent s'étirer sans que ça soit la capsule articulaire qui prenne le risque d'étirement. Puis après ça, évidemment, de faire la job qu'on fait d'habitude, là, d'être capable de générer de la force dans une position vulnérable puis d'avoir de la stabilité dans les joints, etc. Ben, tu disais ça pour les gardiens. On a on a Marc-André Fleury qui travaille avec notre collègue Paul Gagné depuis des années, depuis son jeune âge, depuis 15 ans, je crois. Ben, il va jouer il va jouer encore cette année dans la Ligue nationale. Exact. Fait que c'est là qu'on peut voir que si tu es plus cher au niveau postural, ben, automatiquement, ta carrière, tu risques de l'allonger puis pendant plus longtemps. Parce que ça, je pense qu'à chaque année, il se demande s'il va continuer, mais son corps lui permet de continuer. Mais ce que Paul mentionnait même, c'était que avec ce qu'ils font en euro puis avec lésion inertielle, ça fait plus de 8 ans que Marc-André Fleury aurait dû avoir eu une opération, mais qui est capable de attendre. Un labrum, je pense. Hein? Ouais, d'attendre jusqu'à la fin de sa carrière pour faire cette fameuse opération-là. Mm-hmm. C'est extraordinaire, ça. Là. T'as-tu idée? T'sais, le gars, s'il continue à jouer, c'est pas pour l'argent, Marc-André Fleury. Là, quand tu connais le gars peu, là, c'est parce que lui, il veut continuer, puis il aime ça. Là. Ah ouais. Il aime ça être dans la chambre, il aime ça être sur la route, puis il aime ça jouer au hockey, gagner des matchs, puis il me fait ce qu'il aime. Absolument. Je voulais te parler de ça tantôt, là, les trucs un peu spéciaux que j'avais vus cette année dans mes évaluations. À chaque année, il y a comme soit un éval ou un training. Il y a un spécimen là, dans le gym. Puis j'ai un gars, midget 3A, division 1. Là. C'est un peu le même calibre là, qui joue secondaire, division 1. Il arrive un petit gars, là, genre sous-développé, là. Une centaine de livres. Là. Là, ses parents me l'amènent pour prendre de la masse musculaire, etc. Ouais. Mais moi, mon intention, c'est évidemment pas juste ça. Là. On sait qu'il n'a pas atteint sa croissance encore. Il n'a pas piqué au même moment que tout le monde. Mais bref, je fais ses tests physiques, je fais son biotonics, etc. Puis, il y a des bonnes bascules, là, solides. C'est un gars qui performe, là, qui était un des meilleurs marqueurs de son équipe. Ouais. J'arrive pour faire les tests de saut. Puis, je fais tout le temps les tests unilatérales. Donc, je fais sauter, exemple, en vertical d'un côté, puis après ça, l'autre, je fais des comparatifs, puis je fais des liens ensuite, évidemment, avec l'évaluation posturale. Et là, évidemment, du côté que j'avais un pied valgus, donc un pied qui tourne par en dedans, qui fait pas sa job, dans le fond. Écoute, c'est un gars hyper explosif, là. Okay. Qui est hyper explosif, un gars là, qui a même pas besoin de à peu près 15 degrés de flexion de hanche puis de genou, là, puis il saute ça dans les airs. C'est rare que je vois là, un 8-9 pouces à une jambe là, à cet âge-là de saut vertical à une jambe. Okay. Il me tape ça, là, un 8.7, je pense, du côté gauche, puis à droite, 4. Okay. J'avais jamais vu un déséquilibre. Ça fait 8 ans que j'utilise les accéléromètres pour tester. Là. J'avais jamais vu un déséquilibre droite-gauche aussi imposant. Ouais. Puis pourtant, c'est un gars qui est décrit comme hyper rapide sur la glace. Mais t'as-tu idée le potentiel qui reste là? Mettons qu'il viendrait au combine avec le test de patin, on l'aurait vu d'analyse du patin. Là, avec on l'aurait vu tout de suite. On aurait vu qu'il pousse, c'est sûr qu'il pousse moins de ces jambes-là. Juste pour donner une idée aux gens, là, à 1 pouce, je commence à m'inquiéter, là, mais solide. Là. 0.5, écoute, c'est un petit déséquilibre, mais à 1 pouce, là, ça commence à être imposant, surtout quand tu payes 102 livres puis tu mesures 5 pieds 3. C'est quand tu remets ça sur le corps, si t'es 6 et 6, 225 livres, tu as un déficit de 1 pouce de chaque côté. Pas que c'est pas grave, mais c'est quand même c'est moins important, si tu veux, quand tu le remets en perspective. Donc, évidemment, posturo, tout l'été, en malade mental. Le kid, j'ai dit, écoute, c'est 3 fois par jour pour régler un déséquilibre comme ça. Les parents sont embarqués. Puis le kid a fait ça non-stop. Puis change d'exercice quoi, 3 semaines? Ou plus vite que ça? Même plus rapidement, parce que avec ces jeunes-là, à cause qu'ils ont 14, la fin 15? De l'école, 14, fin de l'école au retour au camp, j'ai exactement 8 semaines. Ouais, ça. Fait que je fais 2 protocoles pendant l'été de posturo, oublie ça. Fait que 3 fois par jour, 2 semaines, j'ai 4 protocoles posturales que je peux changer. C'est comme si j'avais fait un suivi de 3-4 mois avec quelqu'un régulier. Ah, tu y faisais comme 2 jours différents? Non, j'y faisais... Le protocole que je fais normalement en 3-4 semaines avec quelqu'un de régulier, je le fais en 2 semaines avec lui, mais il faisait ses exercices 3 fois par jour. Donc, 3 fois plus de volume dans le fait que quelqu'un normal. Donc, les exercices se faisaient beaucoup plus rapidement, puis intégraient évidemment les trucs plus rapidement.
Puis, écoute, autant que là, on avait un déséquilibre de 50% de le côté droit-gauche, on a terminé l'été, il était plus fort de la jambe opposée. Ah ouais? Il était de la jambe qui était déficitaire au départ. Une affaire de fou, ça. Une affaire de fou, Braque, que j'avais jamais vu une affaire Son comme pied ça. était beaucoup plus stable, j'imagine? Ouais, ben en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le pied qui était le plus déséquilibré, c'était le pied qui était le bon pied, finalement. Mais il y avait tellement de compensation sur le système que c'est le côté opposé qui était problématique au final. Fait que son côté gauche, c'était le pied, quand on a terminé là, à la fin, qui était moins efficace au sol. Il tombait plus en valgus, mais c'était le pied qui était moins sharp. Fait que c'était un pied compensateur tout ce temps-là. Puis ça affectait le bon pied, imagine-toi. Puis le gars performait à fond. Fait que j'ai hâte de voir sa saison parce qu'il a pris une 20aine de livres en plus. Puis les gars, naturellement explosifs. Fait que ces gars-là, tu leur ajoutes de la force, de la puissance, tu convertis en vitesse à la fin de l'été, tu rajoutes de la posturo là-dedans, puis de la desmotech. Écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que ça va y aller au toast. C'est un peu ça la paye. Hein? Exact. Quand je vois ces tests-là, je suis comme, OK, je le sais que ça va bien aller. Fait que le dernier truc que je voulais te parler avant qu'on close ça, c'est ça va dans le sens de la discussion qu'on a aujourd'hui. Un autre jeune que j'ai commencé quand il avait 13-14 ans, un gars qui jouait midget espoir à l'époque. Ses parents étaient all-in sur l'entraînement, mais lui, il n'était pas nécessairement le plus sérieux. Puis le jeune a un peu commencé à travailler pour la compagnie de son père, a mis le hockey un peu de côté, puis c'est un gars avec qui j'ai rejoué au hockey autant sur la glace qu'au hockey-ball. Il faisait partie de mes équipes que je bâtissais, puis il rentrait avec nous autres. C'était pas un gars qui avait une composition corporelle incroyable à l'époque. C'était un gars un peu gras, on va se le dire bien honnêtement. Mais explosif, un marqueur de but, du gras de bébé, exactement, jusqu'à 30 ans, du gras de bébé. On l'entend sur ça. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, je le croise cet été au hockey-ball. Je m'en vais remplacer parce que j'avais pas vraiment le temps de jouer cette année, puis j'ai pas fait d'équipe. Et je m'en vais remplacer, puis je le croise. Je jouais contre lui. J'arrive dans la chambre des joueurs, puis il est là. Puis je dis, tu joues avec nous autres? Il dit, non, je m'en vais remplacer dans l'autre équipe. Fait qu'on se met à jaser. Puis il est comme, hey, j'ai dit, Caroline, t'as perdu du poids, pis tout ça. Écoute, il était ses abdos, man. C'est Van, il dit, ouais, man. Il dit, j'ai changé mon mindset, j'ai compris de quoi. Puis il dit, hey, j'ai vu là, ton gym, j'étais allé à quartier hockey. Il dit, là, je me cherche là, une préparation physique comme on faisait dans le temps, puis j'ai pensé à toi l'autre jour. Fait que on a juste comme reconnecté. Nice. Puis, écoute, il s'est fait signer Senior 3A. OK. Puis là, il a comme l'intention de faire ce qu'il aurait dû faire à l'époque, mais comme à 25 ans. Puis c'est vraiment un beau projet qu'on commence. Il veut s'entraîner in-season parce qu'évidemment, les gars, Senior 3A, ils ont une game. Il va peut-être aller 2-3 fois sur la glace là, par semaine, là, max. Fait qu'un peu comme toi, t'as fait à l'époque. Là, Donc, intéressant parce que là, ce qu'on parlait tantôt, c'est quoi? C'est de réaliser l'opportunité que t'as. Il a comme réalisé tard. Mais... Il n'est jamais trop tard. Comme là, il sait très bien qu'il n'y a aucune chance d'aller dans la Ligue nationale, quoi que ce soit. Mais là, il est payé pour jouer au hockey en plus de travailler. Fait que c'est intéressant. Puis son but, là, c'est vraiment il triple là-dessus. Tout ce que j'ai montré, posturo, etc. Nutrition, entraînement. Puis là, on ajoute évidemment tous les outils qu'on a aujourd'hui. Il me suivait à l'époque quand je faisais plus du polyquin puis de la période classique. Mais là, avec tous les ajouts qu'on a fait, on a commencé le premier training la semaine passée. Donc, évidemment, c'est le genre de projet qu'éventuellement, cette année, en fait, dans les podcasts, j'aimerais ça pouvoir inviter Kevin, ce jeune-là, qui va avoir une histoire intéressante, d'après moi, là, pour à suivre dans les prochains mois. S'il y a motivation... oui. Puis il connaît son why. C'est ça. Avant, il ne l'avait pas. Il n'avait pas de why, exactement. Ben là, ça, c'est le fun. Là. À la limite, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, maintenant, ça fait 1 an que je joue plus au hockey, j'avais plus de why. Ouais. T'avais tout fait. Ouais, non, mais je disais, tu sais, je me suis entraîné, dans ton cas, peut-être que tu as ton cerveau, ta façon de penser est différente de la mienne dans ton entraînement. Tu t'es toujours entraîné à haute intensité pour, je pense, pour performer, mais pour performer en général. Tandis que moi, j'étais concentré sur mes performances au hockey. Puis à partir de 15 ans, j'ai commencé à m'entraîner, là, puis c'était concentré sur ça. Là, tu t'arrêtes de jouer au hockey, même si je t'ai rendu plus vieux, puis que là, j'étais sur le bord d'arrêter de jouer. Je m'entraînais encore pour être sharp, pour être capable de jouer ce niveau-là que je jouais. Là, ça fait 1 an et quelques mois maintenant que j'ai arrêté officiellement. Ben, j'ai fait 1 an et quelques mois que je m'entraîne
comme pas trop de why. T'as pas un objectif spécifique. Puis aucune intensité. Je veux dire, je vais avoir l'intensité là, mais j'ai pas de constance dans mon entraînement. Je me suis comme tanné de ça. Je me sens pas bien je me sens pas bien d'être de même. Ça me prend un objectif. Même si j'ai pas encore trouvé officiellement l'objectif, j'ai décidé de m'inscrire dans des pick-up, dans des ligues pas professionnelles, mais avec des amis, etc., 2 fois semaine. Fait que là, je me dis, bon, en partant, quand je joue au hockey et que je me sens pas en forme, ça me frustre. fait que là, juste de jouer dans ce niveau-là, dans un calibre de hockey, que je me sens bien et je me sens en forme, ça va être ça. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on a parlé du why, puis je pense qu'un peu, d'une certaine façon, il faut que tu le trouves ton why, que ça soit que tu as un objectif de performance professionnelle, non professionnelle. C'est ça pour la santé. C'est ça pour ta santé. T'sais. Là, on dirait que c'est comme ma santé. Je suis en forme, je me sens bien, je mange bien, je fais tout bien, mais tu sais, je fais pas tout bien parce que je me sens pas si bien que ça, finalement. Fait qu'en tout cas, je suis encore dans la poursuite de mon vrai why, mais je pense que mais ça peut changer, hein? Surtout avec une carrière professionnelle comme tu as eu. C'est normal que tu aies une petite révision. Là, t'as plus 30 ans. Non. Là, pourquoi tu le fais? C'est sûr, mes filles vont grandir, je veux continuer d'être actif. T'es préparateur physique, fait que nécessairement, tu veux tester certaines affaires. Moi, c'est souvent ça. Je vais faire un bloc de 3 mois. Puis là, je suis comme, OK, je vais tester ce truc-là. Ah, exact. Puis je veux voir à quel point est-ce que ça marche plus rapidement que d'habitude. C'est une belle source de motivation, mais ça prend plus que ça. Ouais. Moi, c'est la même chose que toi. C'est tout le temps que je veux retourner jouer à mon sport. Ouais. Moi, c'est plus... Je joue à la glace aussi, mais c'est mon sport compétitif, c'est du hockey-ball. Ouais. Puis, veut pas, en vieillissant, pour garder certaines qualités physiques, comme exemple, tout ce qui est développement des systèmes d'énergie, système anaérobique, quand tu arrives avec des kids qu'eux autres, ils viennent de lâcher leur saison compétitive de hockey sur glace puis qu'ils s'en viennent jouer au hockey-ball pour garder la forme durant leur hors-saison, eux autres sont encore en shape. Ben oui. Puis ils ont 19, 20, 21 ans. Puis c'est sûr que mon cardio à ce moment-là, comparativement à mon cardio aujourd'hui, c'est pas le même game. Ben non. On a des responsabilités. Je peux pas m'entraîner 20 heures par jour. Là, exact. Là. Donc, oui, c'est définitivement, il faut que ça fasse partie, que ça soit pour la santé, quoi que ce soit. Il y a plusieurs why. Ouais, mais il faut que tu en aies un plus grand que ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te dérange en dedans de toi. Puis moi, d'arriver sur la surface, pas être capable de suivre, là, je suis pas capable. Ça le fait pas. Sinon, j'irai pas jouer. Non. Fait que non, faut que ça reste l'esprit compétitif. J'étais sur le bord d'arrêter de jouer au hockey complètement. Genre, j'ai joué cet été, tout l'été, dans un calibre qui est quand même très fort parce que c'est des gars qu'on entraîne, qui jouent en Europe, etc. À chaque année, j'allais jouer là, puis ça allait très bien. Je me débrouillais super bien, puis je me sentais bien. Cet été, peut-être que le monde n'a pas remarqué, mais moi, je l'ai senti dans le moi que c'était difficile de jouer à ce niveau-là. Je me trouvais pas sharp. Puis là, j'étais comme, j'arrête de jouer ou au contraire, je m'organise pour avoir du fun quand je veux jouer. Ben oui. Fait que là, j'ai pris la décision que je m'organise pour avoir du fun. Ben oui, c'est clair. C'est ça. C'est une petite anecdote. Je pense qu'il faut avoir un why. Là. Puis, comme tu as dit, ce jeune-là qui a son why, ben, il a peut-être eu tard son why, mais il jamais trop tard. Ça a pris 10 ans. Ah oui. Ça a pris 10 ans. Jamais trop tard, je pense. Ben, c'est sûr qu'il est trop tard pour certaines choses, mais c'est mieux de l'avoir à un moment donné puis tu as une motivation à t'entraîner. C'est vraiment plus le fun quand tu t'entraînes avec un purpose. Là, puis le kid, il y a une business. Quand on parle maintenant, c'est plus la même discussion que quand il avait 15 ans. Là, plus vieux, plus mature. Là, il comprend que son why, c'est son entreprise, c'est sa famille, puis là, il y a le côté performance avec le hockey. C'est un moment d'essayer ça puis de voir comment tu peux le pousser. C'est définitivement à 25 ans et non pas à 40, quand ta carrière, normalement, est passée. Fait on ne sait pas où ce que ça va nous mener. On garde toutes les options ouvertes, mais on pousse la machine pour le rendre le plus hot possible. Ben oui. Ouais. C'est le fun. Yep. That's it. Thank you, Gab. Thank you, Montréal. Yes, sir.